Bonjour à tous et, et merci de consacrer un moment si crucial, si important à cette réflexion que nous devons conduire tous ensemble. Alors rassurez-vous, j'ai un discours écrit, mais rassurez-vous, je ne vais pas le lire. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, on est en retard pour la meilleure des causes, c'est que les échanges avec les étudiants et les chercheurs et les entrepreneurs étaient tout à fait cruciaux. Quelques réflexions pour commencer simplement. C'est pas souvent dans l'histoire de l'humanité qu'on est certain de vivre des moments de bascule, non pas à l'échelle des décennies, ni à l'échelle des siècles, mais me semble-t-il à l'échelle des millénaires. Pas souvent. Et c'est exactement ce que nous sommes, nous, occidentaux, à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, certains de vivre. Parce qu'il y a au moins deux immenses basculements dont aucun d'entre nous, en vérité, n'avait prévu l'occurrence. Le premier basculement, il est géopolitique. On l'a vécu il y a très peu de mois. Assuré que nous étions dans le monde de l'après-guerre, de vivre, je regarde Philippe Etienne, de vivre avec la certitude que désormais la loi interne, nationale et internationale allait être notre garantie, qu'on aurait naturellement des accros multiples et variés, mais qu'au fond, le cadre dans l'après-guerre avait été posé en raison de l'horreur que la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah avaient apporté à l'humanité. Cette horreur n'était dépassable que par une loi qui paraissait indépassable. Or, le surgissement ouvert par l'agression d'un pays hyper puissant par la taille, par les ressources, par la technologie, membre du Conseil de sécurité, c'est-à-dire garantie de l'ordre international, qui entre dans une démarche soudaine, violente et assumée d'annexion d'un pays plus réduit, encore que pas très éloigné de la taille de la France, en vérité, au sein de l'Europe, a entraîné un basculement. Ce basculement a été, comme vous savez, relayée en écho par la puissante Chine, en indiquant elle aussi qu'elle pouvait envisager ce type de démarche, et puis que la puissante Chine, c'était une puissance économique. Écoutez bien le chiffre que je vais évoquer devant vous. Au mois de décembre, la Chine a dépassé les 1000 milliards d'excédents commerciaux. 1000 milliards d'excédents commerciaux. Ce qui donne la mesure de la puissance économique, et à dire vrai, commerciale et industrielle, que la Chine a réussi à organiser. Et dans le même temps, les élections américaines, et j'ai du mal à croire que tout ça soit étranger. Je pense qu'il y a des... Peggy, je dis ça dans sa maison, Peggy disait qu'il y avait des périodes et des époques. Les périodes, c'est le temps ordinaire qui passe. Les époques, c'est pas très éloigné de l'adjectif épique.
quelque chose qui se produit et qui entraîne à sortir du cadre de l'ordinaire pour entrer dans le cadre du jamais vu et jamais envisagé. Dans le même temps, l'élection donc du 47e président des États-Unis, Donald Trump, a donné lieu à une série de manifestations inimaginées jusqu'alors, que le président des États-Unis, à la fois à la tête d'un pays hyperpuissance monétaire, hyperpuissance de recherche, porté par des entreprises et des compagnies de dimension planétaire, capables, grâce au dollar et à la croissance qu'ils ont su susciter, de capter la majorité des capitaux de la planète pour des sauts technologiques sans précédent, et notamment par la captation des chercheurs les plus identifiés, et souvent dans ces domaines-là, dans le domaine de l'IAD français. Il y a là, d'un côté, une capacité qui paraît sans mesure, et des revendications, des affirmations de projets sur le canal de Panama, sur la bande de Gaza, sur le Groenland, et au fond sur on a l'impression, tout ce qui va passer dans l'idée du président des États-Unis, sans écarter à aucun moment la prise de contrôle violente. Et dans le même temps, tout ça, je crois, n'est pas éloigné. Dans le même temps, des revendications religieuses intégristes, considérant qu'il n'y a qu'une puissance qui doive s'imposer, c'est la puissance théologique. La loi, c'est désormais la loi du plus fort. Le point commun de tous ces surgissements, c'est que nous sommes passés de la force de la loi à la loi du plus fort. Et nous vivons cela en même temps qu'une révolution technologique sans précédent de cette dimension, qui est précisément celle que vous étudiez ici. Puissance technologique, alors vous avez fait le tour, je vais essayer d'éviter les lieux communs parce qu'ils sont assez fréquents dans la discussion sur l'intelligence artificielle, mais la triple capacité de l'intelligence artificielle, je vais la nommer avec un vocabulaire qui est le mien, je vous demande pardon, sa capacité computationnelle, capacité de calcul, sa capacité compilationnelle, de réunir des sommes infinies de données, de data comme c'est devenu le mot reçu par tous, et capacité commutationnelle, c'est-à-dire cette triple capacité crée un espace pour les activités plus ou moins reliées à l'humanité, qui est quelque chose de fascinant. Il se trouve que quand j'ai commencé, il y a longtemps, à m'intéresser à l'intelligence artificielle, il y a longtemps, à l'échelle de ce que nous vivons, c'est-à-dire 5 ans, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, j'ai été profondément frappé par une réflexion, qui était que quand je posais des questions aux plus grands savants, qui sont sûrement pour beaucoup dans cette salle, ils me disaient, ils avouaient qu'ils ne savaient pas comment ça marchait et qu'ils ne connaissaient personne qui sût comment ça marchait.
sais pas si vous voyez pour l'humanité ce que ça veut dire. Parce que c'est sans exemple dans l'histoire de l'humanité d'avoir initié un mouvement sans précédent, sans pouvoir analyser quels étaient les mécanismes suscités qui permettaient de faire face, enfin qui permettaient de comprendre la réalité profonde, deep, de learning et autre chose, la réalité profonde de ce que nous avions fait vivre. Alors, il est très clair pour chacun d'entre vous, et pour moi aussi, que les utilisations vont être bouleversantes. Genre, je ne vais pas en faire la liste devant vous, mais simplement par évocation, la capacité d'analyse, de diagnostic médical, le fait que en un instant, on aura une capacité de lecture des IRM, une capacité d'analyse sanguine telle que on a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a l'impression que notre faculté de diagnostic va être multipliée par 1000 et la vitesse de ce diagnostic va être aussi multipliée par 1000 et peut-être le coût de ce diagnostic va être divisé par 1000. Qu'on songe par exemple au progrès de la radiothérapie interventionnelle, qu'on songe au progrès de tout ce que va être la thérapie génique, capacité à intervenir, tout ça est évidemment frappant. Moi, j'ai un faible pour l'astrophysique et on va découvrir des choses je casse souvent les oreilles à mes enfants avec mon évocation astrophysique. Je dis, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans notre galaxie? Et ces temps-ci, on dit 400 milliards. C'est ça? Il y a des astrophysiciens, quelque chose comme ça. Hein? Non, dans notre galaxie. Et pour avoir une échelle de ce que représente 400 milliards, je rappelle 400 000 millions de soleils. C'est assez facile, on prend un cube de 1 mètre sur 1 mètre et on le remplit des grains du sable le plus fin de la mer et on a 400 milliards. Chaque grain de sable est ça. Et savez-vous combien il y a de galaxies dans l'univers? Alors maintenant on dit, je parle devant Philippe Baptiste, maintenant on dit 2000 milliards. Ce qui veut dire une chose très simple, ça serait pareil avec 400. Parce qu'avant on disait 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie et 400 milliards de galaxies, maintenant on dit 2000 milliards. Ça veut dire une chose très simple, c'est que tout le sable de la Terre n'y suffit pas. Pour des étoiles comme notre Soleil. Et tout ceci, évidemment, est une somme d'interrogations pour les pauvres êtres humains que nous sommes, qui tout d'un coup va pouvoir très probablement s'ouvrir grâce aux outils nouveaux que nous avons, et évidemment, pardonnez-moi, par choix professionnel, le surgissement d'instruments qui touchent au langage, d'instruments de compréhension, de traduction universelle, instantanée. J'écrivais un livre il y a 35 ans dans lequel je disais, c'est simple, vous aurez un micro au revers et une oreillette qui traduira instantanément ce que votre interlocuteur chinois vous dira. Eh bien, c'est arrivé. On en est à quelques mois de l'oreillette et du micro. En vérité, on se demande pourquoi ça n'est toujours pas créé. Et donc, ce sont des exemples, vous les connaissez tous, vous en connaissez 1000 de cela, mais c'était pour moi
c'est un devoir d'évocation, au moins, des grandes révolutions pour ne pas que j'ai l'air de parler en l'air uniquement. Alors, à partir de là, un certain nombre de frontières peuvent être évoquées, en tout cas sont évoquées à mon esprit. Ces frontières et ces difficultés méritent qu'on s'y arrête. Il y en a une très frappante, c'est la question de la souveraineté. Alors, toutes les souverainetés, la souveraineté nationale, politique, le fait que les matières premières, que les recherches, que les microprocesseurs et leur design, soit évidemment une donnée absolument essentielle. Alors, on a tous été frappés par DeepSeek, le surgissement chinois, dont on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a été obtenu en utilisant des circuits imprimés de génération précédente, si j'ai bien compris, et avec seulement, je ne suis pas sûr de dire la vérité, mais c'est ce qu'on nous a dit comme étant la vérité, avec 5 millions d'investissements par rapport aux dizaines de milliards qu'on évoquait pour cela. Alors je vois des sourires sceptiques, mais comme vous en savez plus, il faut nous le dire. Vous ne pouvez pas nous laisser dans l'ignorance de tout ça. Alors je sais bien que vous pensez qu'il y a des gens là-dedans qui ont volé des circuits imprimés de génération ultérieure et que probablement ça a coûté plus cher que ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a dit aux pauvres êtres humains, citoyens de la planète que nous sommes. Donc souveraineté sur les matériaux, souveraineté sur notre capacité, non pas à rattraper le retard, mais à faire un bond de géant pour que nous ne soyons pas totalement dépendants en matière de circuits imprimés. Notre capacité à maîtriser les outils du deep learning, comme vous dites, et des langages profonds et à en garder au fond la décision souveraine. Tout ça est une question de souveraineté. Comme vous le voyez, cette souveraineté-là, elle a évidemment de très lourdes conséquences pour ce qui touche à la guerre et aux armes. Pas seulement une souveraineté intellectuelle, ça peut tout à fait être souveraineté militaire. Et dans ce que j'évoquais en commençant, le basculement du monde vers la loi de la force, la loi du plus fort, ça n'est pas sans conséquences un tout petit peu inquiétantes. Je rencontre des dirigeants européens ces temps-ci, pas mal, notamment ceux qui viennent au sommet. Et quand j'évoque avec eux la perspective ouverte par les déclarations de Trump sur le Groenland, Danemark, membre de l'Union européenne. Et quand innocemment je dis qu'est-ce qu'on fait si ça se produit, à l'heure qu'il est, je n'ai jamais eu de réponse de qui que ce soit. Ce n'est pas absolument secondaire. Donc ça, c'était la première question. Il y a une autre souveraineté que j'essaie d'interroger, c'est la souveraineté de l'esprit d'une personne humaine par rapport à l'outil. Parce que tout le monde voit bien la capacité incroyable d'apport de données, d'analyse, que l'intelligence artificielle, dont j'ai jamais su si elle était intelligence artificielle, je pense qu'on peut le soutenir, et encore, je ne sais pas sûr, mais en tout cas que l'IA, comme vous dites, apporte à l'esprit humain. Quand l'esprit humain est prêt à assimiler les données,
à s'en servir et à construire à partir de ces données-là, c'est-à-dire quand il a la maîtrise de sa créativité dans le monde complexe où nous sommes. Mais j'indique seulement comme un petit risque la question de la dépendance de l'esprit à l'outil. Parce qu'il se peut qu'il y ait là une menace ou une interrogation sur notre créativité. Parce que on crée aussi en étant en rupture avec le monde dans lequel on est. Et devant cet afflux d'informations déjà traitées, est-ce que des grands novateurs peuvent s'en abstraire? Et pas seulement de grands novateurs, mais les élèves des écoles, les élèves du lycée. Est-ce qu'ils peuvent s'abstraire d'un outil qui sera aussi répandu? Et donc, ces interrogations ne sont pas mal. Je crois en même temps que du point de vue de la didactique, du point de vue du travail pédagogique, ça peut être des outils formidables. Je disais avec les étudiants spécialistes, moi je suis obsédé depuis plusieurs décennies par l'illettrisme. J'ai été, il y a très longtemps, ma première responsabilité publique, ça a été président du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. Je suis obsédé par ça. Et l'illettrisme, c'est deux choses. C'est est-ce qu'on peut améliorer la transmission de l'écrit auprès des enfants du plus jeune âge et plus tard? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut rattraper le très grand nombre de jeunes esprits qui n'ont pas la maîtrise de l'écrit parce que l'image a envahi le champ de l'attention. Et l'image, c'est pas une attention active, c'est une attention passive. Et il y a beaucoup de gens qui sont bizarrement faits, j'en suis un. Moi, si je ne suis pas active, je ne sais pas apprendre. Parce que si je reçois de l'information, je ne l'emmagasine pas. Pas bien, en tout cas. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer là des logiciels formidables à base de tous les progrès de l'intelligence artificielle qui sauront transmettre à des intellects différents la capacité de lire, d'écrire et plus encore de créer? Et de ce point de vue-là, tous les logiciels de langage, pour ne pas dire ChatGPT, peut-être posent des questions qui sont des questions intéressantes. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons des questions. La dernière question à laquelle je m'adresserai une seconde, c'est la question civique, politique, la question de la démocratie. Alors, d'abord, sur les conséquences écologiques de cette révolution, en consommation d'énergie, consommation de matières rares, c'est évidemment très important, mais plus encore, comme on le voit avec les irruptions numériques dans les campagnes électorales. Alors je vois très bien qu'il y a à la fois le risque et l'antidote, parce que on explique que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir à l'instant ou le plus vite possible ou en 1 heure détecter les fake news agressives et les corriger en 1 heure, peut-être. Mais il me semble qu'entre l'obus et le bouclier, l'obus et la cuirasse, depuis très longtemps, le combat se livre et il n'est pas sûr que la cuirasse soit sûre de l'emporter. Mais on a là des questions et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, peut-être en démocratie participative, l'intelligence artificielle va-t-elle fournir des outils, des logiciels extrêmement pertinents et qui permettront ce qu'est le rêve
de ceux qui croient à la démocratie, de faire participer à la décision et à l'élaboration de la réflexion, y compris ceux qui n'ont pas accès au pouvoir, à l'argent, aux relations, ceux qui n'appartiennent pas au milieu délibératif classique. Et il y a là des progrès considérables. Et donc, cette question-là, la question de l'apport à la démocratie d'outils qui pourraient en même temps permettre de ne plus laisser beaucoup de place au civisme, peut-être y a-t-il là probablement la raison la plus haute d'espérer de cette technologie nouvelle. Merci beaucoup.